Bonjour à toutes et à toutes en tout cas, et bienvenue comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin dans GM Web3. Je remercie notre partenaire de cette émission, l'école Alira. Je vous rappelle que l'école Alira est la première école blockchain en France. Elle propose depuis 2019 des formations de consultants, de développeurs, de finances décentralisées, de tokenomics, d'intelligence artificielle. Et elle vous offre 100 € de remise sur l'ensemble de ces formations grâce au code GRM100. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous grâce au lien que je vous épingle tout de suite en commentaire et que je vous mets dans la description du podcast et de la vidéo YouTube si vous écoutez l'émission en replay. Donc, laissez-moi vous mettre le lien dans les commentaires et de vous l'épingler. En général, ces formations se financent assez bien, tant et si bien que le reste à charge est souvent nul ou très très faible. Alors aujourd'hui, je suis avec, et nous sommes déjà 3 chroniqueurs. On va commencer d'abord par les 2 nouveaux, et on va commencer par Cédric. Donc Cédric, tu es ingénieur, passé notamment par Edera et aujourd'hui CTO de plusieurs startups africaines. Salut Cédric, comment vas-tu ? Je vais bien, merci Jérémy. Effectivement, c'était un peu court comme introduction, mais je t'en remercie. Donc, en ce moment, je suis CTO de trois projets. Voilà, tous Web3. Eh bien, bienvenue dans l'émission. Tu interviendras régulièrement en tant que chroniqueur et je suis très heureux de t'avoir à mes côtés. Je suis également avec TX, rédacteur chez Snowball et Threador, je sais pas comment tu veux qu'on dise, sur Twitter. Salut TX, comment vas-tu ? Salut, bonjour à tous. Alors je te rassure, je sais pas non plus comment on dit, j'arrive jamais à prononcer ce mot. Ok. Donc je t'en veux pas trop, t'inquiète pas. Mais moi aussi je serai là assez souvent et j'ai très hâte de commencer ces spaces avec vous. Eh ben, très heureux également de t'avoir avec nous. Et puis, on a aussi un nouveau. Alors, désactivez vos micros quand vous avez fini de parler, voilà, pour éviter les bruits ambiants. Merci beaucoup. Et je suis avec Raphaël qui fait sa deuxième aujourd'hui il était déjà là mardi. Raphaël qui est, je vous rappelle, CEO chez Cryptosphère Accelerator, mais également fondateur de l'événement CryptoTour et Family Officer Crypto. Salut Raphaël, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Jérém. Et oui, Est-ce- c'est la deuxième rentrée effectivement. Alors, La, de- est-ce que la salle de bain est réparée? Non, toujours pas, Oh toujours non! pas, toujours Rassure-moi, pas. est-ce que tu t'es lavé depuis mardi? Oui, 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 j'ai une voisine qui est très gentille, donc j'ai pu quand même me laver. Bon, bah nous voilà rassurés. Bien, petit fil rouge, je te redemanderai mardi, évidemment, parce que c'est important pour nous de savoir que vous pouvez vous Non, laver exactement, exactement. convenablement. Bien, alors aujourd'hui, au programme, donc d'abord évidemment, on reviendra sur l'actualité Web3 en général avec, vous savez, le désormais célèbre on s'en fout pas. Donc je vous présenterai un certain nombre d'actualités crypto. Et puis messieurs, TX, Cédric, Raphaël, vous me direz on s'en fout pas. Si on s'en fout, on passera à la suite. Si on s'en fout pas, on s'attardera un petit peu sur la news. Alors j'ai encore une fois, rassemblé à peu près une dizaine de news. On pourra pas toutes les faire, mais on essaiera effectivement de revenir sur les principales. Ensuite, on recevra pour sa première Jonathan Solomon de Aria Crypto, qui viendra nous faire une chronique qui sera hebdomadaire chaque vendredi, une chronique sur l'actualité de la finance traditionnelle. Et évidemment, on abordera l'impact de ces événements, de cette actualité, de cette analyse sur le marché crypto. Donc voilà, c'est sa première aujourd'hui, donc je vous invite évidemment, lorsqu'il sera là, à l'accueillir comme il se doit. Ensuite, nous recevrons Paul-Adrien Hippolyte, qui est cofondateur et CEO de Spico. Alors, c'est une plateforme de tokenisation de titres financiers à taux sans risque. Alors, moi, j'ai découvert effectivement donc ce projet et ce fondateur. Ils sont 2 fondateurs. J'ai découvert un peu par hasard, je ne connaissais pas, et vous allez voir, ça va lever des questions et des sujets qui vont être absolument
passionnant. Voilà, donc restez avec nous évidemment. Et puis en fin d'émission, on recevra pour sa première chronique, à lui également, une chronique artistique. Nous recevons Samuel Séné. Alors vous le connaissez peut-être déjà parce qu'il est déjà venu une ou deux fois dans l'émission à des moments bien précis. Et puis je lui ai demandé pour cette rentrée de venir un peu plus souvent parce que déjà j'adore ce mec. Et puis il nous permet de prendre une hauteur que je trouve passionnante au niveau de la blockchain, des NFT, des cryptos, avec un prisme artistique que je trouve passionnant. Et il nous parlera notamment de l'exposition d'art numérique Decoding Korea qui a eu lieu en juin dernier. Et surtout, on abordera le rôle de l'art sous toutes ses formes dans la question politique et géopolitique. Donc bon, vous connaissez ma passion pour le sujet. Je parle de la géopolitique. Hein. Et le voir et le comprendre par le prisme de l'art, eh bien, me met en vraiment hâte. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, messieurs, mesdames, n'oubliez pas de retweeter le lien du Space. Mettez un like, mettez un commentaire ou plusieurs, puisque je vous rappelle que cette émission, comme toutes les autres, est interactive. Le but du jeu, c'est que vous puissiez participer en posant vos questions, en nous donnant évidemment vos avis, vos opinions, vos réactions. Eh bien, on relaiera à l'oral évidemment les principales. Vous pouvez également demander la parole en levant la main. Alors, suite à ce qui s'est passé mardi, je vais être un peu plus drastique sur les prises de parole à l'oral. En gros, je donnerai la parole aux personnes que j'ai l'habitude de voir dans les spaces, les petits nouveaux qui pop avec des profils un peu chelous, je les mettrai pas. Si effectivement vous êtes nouveau dans le space et que vous souhaitez prendre la parole, envoyez-moi un DM pour me dire un petit peu de quoi vous voulez parler. Je suis obligé parce que sinon ça fait prendre la parole à des personnes qui sont parfois souvent des trolls et en fait ça n'a rien à faire dans l'émission. Donc voilà pour ça. Évidemment, si vous écoutez l'émission en replay, pensez à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Alors ça peut être YouTube, Apple Podcast, ça peut être Amazon Music, ça peut être Deezer, ça peut être Spotify, peu importe. Abonnez-vous, c'est très important pour nous. Aimez évidemment le podcast, mettez un commentaire et activez la cloche pour ne manquer aucune émission. Voilà pour la petite introduction. On va maintenant passer, si vous voulez bien, à l'actu crypto. Et on va commencer d'abord par les news qu'on n'a pas pu aborder mardi. Et on va voir si on s'en fout pas. Le téléphone Saga 2 de Solana en péril. On s'en fout pas? On s'en fout. On s'en fout. TX, je vois le petit doigt On baissé. s'en fout. Cédric aussi. Oui, on s'en fout. Ok, bon, dommage. Allez, on avance. Pas de regret. SEC et remboursement de FTX. Donc visiblement, la SEC veut s'impliquer un petit peu dans le remboursement des clients de FTX. On s'en fout pas? On s'en fout pas. Ok, très bien. Alors effectivement, l'idée, c'est que la SEC complique le processus de remboursement des clients de FTX en stablecoin, remettant en question la légitimité de certaines réclamations. Cette situation ajoute à la confusion et des retards pour les créanciers qui cherchent à récupérer leurs fonds. La question de la classification des stablecoins et leur régulation devient centrale dans ce contexte de faillite très médiatisé. Donc très concrètement, là le problème de la SEC, c'est le problème des stablecoins en fait et de la qualification de ces stablecoins. Et eux, j'imagine qu'ils préféraient que ce soit remboursé en monnaie fiat. Donc évidemment, il faut savoir que les créanciers de FTX, ils ont déjà été un peu floués puisque leur remboursement s'est fait sur la base du cours des crypto-monnaies au moment de la faillite. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé un petit boule, il y a eu une petite phase haussière quand même entre-temps. Donc ils ont été lésés par rapport à ça. Et là, le SEC vient semer du trouble encore, et donc évidemment ça agace la cryptosphère et aux États-Unis, c'est un pavé de plus dans la mare de la cryptosphère par la SEC. Ils veulent vraiment être partout, la SEC. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve pas ça inintéressant. Une question d'abord. Alors levez la main, messieurs, juste pour être sûr de pas parler les uns avec les autres. Et pour ceux qui sont nouveaux, en fait c'est simple, vous appuyez sur le petit cœur qui se trouve en bas, et là vous avez la petite main qui se trouve tout à droite. Et comme ça, moi ça me permet de donner la parole et d'éviter que vous parliez les uns les autres. Donc TX d'abord et après Cédric.
Bah, j'avais pas demandé la parole en premier, mais bon, c'est parti. T'as parlé en premier Euh, en tout cas. ok. Ben ouais, ce qui se passe, c'est que ben ils mettent leur nez un peu partout à chaque fois, et on se demande du coup, est-ce qu'ils sont vraiment compétents pour ces choses-là? Moi, je pense ce qui me choque peut-être un peu à chaque fois, c'est cette histoire là du test de Howey là, qui est censé Oui. décider si quelque chose est si un titre financier est une securities ou non, si c'est un titre financier. Et quand on y réfléchit, c'est des choses qui remontent aux années 40, si je dis pas de bêtises. Ça a été instauré dans les années 40. Et aujourd'hui, on a des actifs qui ont plus rien à voir, les tokens, les crypto-monnaies, etc. Et on essaye de faire rentrer ça dans un cadre qui a presque 100 ans, en fait. Donc, c'est il y a clairement besoin de régulation pour la finance, mais est-ce que c'est encore pertinent, quoi? Alors, je vais rebondir là-dessus en postant dans les commentaires justement un article sur le test de Howey, parce qu'effectivement, ça reste aujourd'hui la règle, hein, encore aujourd'hui, sans doute obsolète aux yeux de certains, pour déterminer effectivement est-ce qu'un titre est un titre financier de type security ou est-ce que c'est une marchandise, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire une commodity. Donc, je vous invite à aller voir cet article. Vous en apprendrez plus sur ce test qui est passionnant. Cédric. Je voulais juste te poser une ou deux questions sur ce sujet. Déjà, c'est quoi les montants en jeu, c'est-à-dire les clients là qui attendent d'être remboursés, on est en milliards, hein, il me semble bien. Ouais, bah là, grosso modo, je vais aller vérifier quand même. Montant des remboursements, ouais, 12,7 milliards. Ouais, c'est énorme. Et j'essaie juste de comprendre en fait la question qui est ici, c'est la SEC préférait rembourser en fiat, en dollars donc, plutôt que avec des stablecoins, j'ai bien compris ou Bah, là, la problématique en fait de la procédure, c'est que comme le stablecoin a un rôle qui est pas encore très bien défini par la SEC, comme le remboursement se fait comme ça, et qu'il y a des contestations de la part de certains créanciers, bah en fait, ils ont pas donné d'informations très précises hein, sur les plaintes, mais en gros, tu sais, c'est comme souvent avec la SEC, c'est pareil avec OpenSea récemment, ou c'est pareil avec plein d'autres, c'est qu'en fait ils disent on va peut-être lancer une enquête parce que ça dépend peut-être de nous. Et en fait, c'est toujours comme ça avec la SEC. Ils disent pas au départ exactement pourquoi, même si souvent ça tourne autour de la qualification et la classification des actifs, évidemment. Mais effectivement, la SEC pourrait s'opposer en fait au remboursement. Parce qu'effectivement, ils voudraient pas que ce soit remboursé en crypto-monnaie, même en stablecoin, mais que ce soit remboursé. Je pense que c'est une question de grille juridique aux États-Unis, c'est-à-dire que sans doute que les remboursements suite à un litige doivent se faire, et tous les textes prévoient que ça se fasse en dollars, et comme là ça se fait en stablecoin, et que le stablecoin n'est pas considéré aux États-Unis comme du dollar, et ben forcément eux en fait ça rentre pas dans leur logiciel, donc bah ils veulent s'en mêler, tu vois. Donc bon, après, est-ce que FTX sera obligé de tout swapper en dollars et ensuite de rembourser des dollars? Il faudra voir. Mais voilà un peu la problématique aujourd'hui. ouais, c'est très intéressant. C'est intéressant de voir que le régulateur est finalement impliqué dans tout un tas de problèmes qui ne le concernent pas a priori. Et voilà, donc il s'agit juste de rembourser des gens qui ont été floués. Voilà, non, c'est intéressant. Ok. Raphaël? Ouais, moi je me disais, ce qui est bizarre là-dedans, c'est que la SEC devrait privilégier la sécurité, on va dire, des utilisateurs, comme ce qu'elle vend toujours. Et là, on a l'impression qu'ils mettent des bâtons dans les roues pour les remboursements, alors qu'aujourd'hui, les Je remboursements en n'entends pas stablecoin, c'est Raphaël. quand même le plus simple. Alors si t'entends pas Cédric, et ça peut arriver malheureusement, il faut que tu te déconnectes et tu te reconnectes sur le space. C'est assez rare, mais ça arrive. Je sais pas si t'es sur ton téléphone ou sur ton Ouais, ordinateur. téléphone. Ouais. Mais dans ce cas-là, peut-être il faut te déconnecter et te reconnecter. Malheureusement, il n'y a pas de solution directe à cela, malheureusement. Mais en tout cas, ouais, Raphaël, j'entends. Et effectivement, on va avancer un petit peu sur les prochaines news pour essayer d'en faire un petit peu plus. Mais on suivra ça de toute façon, hein, évidemment, pour savoir si réellement ils vont s'opposer ou si finalement ils vont leur laisser couler. Il faut savoir que la CFTC, c'est-à-dire l'autorité qui se charge de gérer au contraire les marchandises, eux avaient accordé à FTX le droit de rembourser un peu plus de 12 milliards en stablecoin. Donc la SEC vient en disant non, mais en fait c'est pas à toi de t'en mêler, CFTC, qui est
un peu le concurrent de la SEC, c'est à nous de nous en mêler et nous on a envie de bloquer le truc quoi. Donc en fait c'est ça là, qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est une guéguerre entre CFTC et SEC puisque les deux veulent avoir autorité sur tout l'écosystème crypto et donc dans cette guéguerre les perdants ce sont les entreprises, les investisseurs qui à chaque fois doivent passer par des poursuites qui sont coûteuses et qui sont extrêmement chronophages. Allez, on avance. Premier ministre japonais a exprimé son soutien pour le Web3. On s'en fout pas? Je vois vos petits doigts. Alors messieurs, on est sur un podcast, donc imaginez que les gens vont nous écouter et donc ils verront pas vos petits doigts levés. Donc si c'est pour dire on s'en fout pas besoin de lever la main. Vous prenez la parole et comme ça on vous écoute. Mais c'est normal, on itère, c'est une nouvelle chronique, pas de problème. Donc on s'en fout pas. J'ai vu vos petits doigts levés. Donc effectivement, le Premier ministre japonais a annoncé des initiatives pour favoriser l'innovation dans le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain, visant à positionner le Japon en tant que leader mondial dans l'adoption des technologies. Et ça, il l'a fait à l'occasion d'un discours d'ouverture du sommet WebX 2024 à Tokyo. Et dans ce discours, en fait, on voit que ça fait un peu un parallèle avec les positions pro-crypto de Trump, et on voit que la plupart des grosses économies, à part l'Europe pour l'instant, eh bien, ont tendance, on avait écouté encore récemment Hong Kong, se positionne là-dessus, et le prisme pris par le président japonais sont assez intéressants puisqu'il parle effectivement de nouveau capitalisme. Il déclare que le Web3 et la technologie blockchain sont la base pour résoudre des défis sociaux. Donc quand on parle de défis sociaux, on parle certainement d'inclusion, de bancarisation, de finances décentralisées, de paiements intérieurs et transfrontaliers. Donc cette technologie pourrait répondre effectivement à des problématiques d'accès à la finance pour une partie de la population. Et puis, et alors, quelles mesures il envisage de prendre? Ces réformes fiscales, donc baisser un peu les impôts sur cela, ou encore faciliter le financement des startups Web3. Et donc là, on a aussi un enjeu de compétitivité technologique et commerciale de différentes économies qui veulent prendre leur part en fait de ce pôle et que ça puisse générer de la croissance pour eux quoi. Raphaël ou Théi, je sais pas qui a levé la main en premier, je vous laisse vous mettre d'accord. Oui, je vais prendre la parole. J'ai vu aussi qu'ils prévoyaient de réduire leur flat tax, enfin l'équivalent flat tax qu'ils avaient était initialement à 50% et ils réfléchissaient pour la passer à 20% au Japon. La deuxième chose aussi, c'est que on en parlait mardi, mais ça suit un peu le pas politique, l'élan politique qui est en train de donner Trump avec ses élections aux crypto, qui se répercute un peu de partout dans le monde. Ouais, écoute, effectivement, tu as raison, c'est une autre news, mais qui se rejoint complètement. Merci pour ça, Raphaël. Mais pour résumer en 2 secondes, les plus-values crypto étaient considérées comme des revenus au Japon. Donc c'était jusqu'à 55% d'impôts. Et effectivement, si ça passe à 20%, c'est que ça devient un revenu sur le capital en fait. Et donc là, pour le coup, évidemment, on passe à un taux qui est bien inférieur. Donc oui, c'est très cool pour inciter à l'investissement crypto par les acteurs et les investisseurs là-bas. TX? Ouais, non, mais je trouve que c'est une news intéressante. Pour le coup, j'avais vu rapidement parce que j'avais dû faire des recherches sur un projet qui était lié au Japon. Bref, j'avais vu passer, mais je pense que la plupart des gens avaient manqué cette info du Premier ministre du Japon et du ministre de l'économie qui était à cette conférence. On voit quand même que les choses évoluent. Je trouve que c'est intéressant. Et quand, par exemple, c'est le Salvador ou le Centrafrique qui en avait parlé, quand c'est les premiers, ça fait beaucoup de bruit, et après on en parle un peu moins, mais on voit quand même que même si le marché semble mort, même si on dirait qu'il se passe pas grand-chose, les choses avancent petit à petit. Il y a des entreprises qui adoptent les cryptos, il y a des États qui commencent à adopter les cryptos, donc juste pour dire qu'on est sur la bonne voie pour ceux qui se découragent un peu, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est un bel optimisme, surtout que à chaque fois qu'un État, par le biais de ses politiques, prend des positions positives à l'écosystème, ça crée un environnement qui attire, qui retient les entrepreneurs, les développeurs du monde entier en fait. Et au final, c'est bon pour l'innovation et pour la croissance effectivement de cet écosystème.
Allez, on avance. Kamala Harris qui accepte les dons en crypto-monnaie, mais de façon indirecte. On s'en fout ou on s'en fout pas? On s'en fout pas, mais bon, je trouve que c'est pas non plus la news la plus intéressante. À l'élection américaine, c'est vrai que c'est un enjeu qui est majeur et que on sait que Donald Trump accepte déjà les dons en crypto depuis un petit bout de temps et Kamala Harris a effectivement affirmé que elle les acceptait, mais elle les accepte pas directement. Il faut passer par son espèce de micro-parti d'action et en l'occurrence, il passe par Coinbase pour cela. Donc voilà. Alors ça dit juste un truc qu'on redit souvent dans l'émission, mais c'est important, c'est que c'est un vrai enjeu aux États-Unis et que le Parti démocrate, qui est plutôt pro-régulation et anti-crypto, se rend compte de l'intérêt électoral, financier des crypto-monnaies. Et donc c'est juste, oui, un élément de plus dans la campagne. Mais je suis d'accord, c'est pas la news la plus importante, mais c'est intéressant de voir comment il se court après en fait là-dessus pour essayer d'aller toucher l'électorat crypto aux États-Unis, qui représente quand même entre 18 et 80 millions de personnes, tu vois. Donc pour le coup, c'est un élément électoral intéressant. Uniswap sanctionné par la CFTC, on s'en fout pas? On On s'en fout pas. On s'en fout. Ah, bon, bah c'est les on s'en fout pas qui ont priorité, mais on ira assez vite. Alors Uniswap, bon, pas besoin de vous présenter, hein, c'est le plus gros DEX aujourd'hui. Crypto, et donc l'idée c'est qu'ils ont été sanctionnés d'une amende de 175 000 $. Bon, ça va, c'est pas en millions hein, comme on voit souvent, et par la CFTC. Donc la CFTC, je vous rappelle, hein, c'est l'organisme qui est chargé de réguler les marchandises. Donc à l'inverse de la SEC qui est chargée de réguler les securities, donc les titres financiers. Les autorités reprochent à Uniswap d'avoir facilité des transactions non régulées sans appliquer les règles en vigueur pour prévenir les activités illégales comme le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc on en revient effectivement à un élément en revanche philosophique qui est intéressante et qui nous rappelle ce qui s'est passé avec Telegram, mais ce qui s'était passé encore avant avec Samurai Wallet, etc. C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un qui crée du code est responsable de ce que les gens font avec ce code? Tu vois, et ça c'est hyper important parce que par définition Uniswap est permissionless, on peut créer une pool sans permission, on peut transférer sans permission, voilà, on peut faire ce qu'on veut quoi, tu vois, c'est juste du code qui est disponible et après bah c'est aux utilisateurs. Et est-ce que le créateur de ce code, le fondateur de cette plateforme, est-ce qu'il est responsable des activités qui se font dessus? Alors en l'occurrence, bah la CFTC dit que oui, la France dit que oui, probablement concernant Telegram. Donc voilà, donc ça pose voilà cette question-là au-delà même d'Uniswap, et ça nous rappelle ça nous renvoie en fait à la déclaration de Pavel Durov qu'il a faite hier, sa première déclaration depuis son inculpation en fait pour différentes accusations par la justice française. Et dans son message en fait, que je reviendrai pas en détail, je l'ai posté récemment sur mon compte, mais c'est de dire qu'en gros avec ce type de régulation en fait ça va rendre réticents tous les développeurs du monde entier en fait à sortir des solutions innovantes, parce que si on lance une innovation technologique et qu'elle est mal utilisée, on va être nous responsables quoi, chose qui s'est jamais vue avant, tu vois. Donc c'est ça que ça pose comme question de mon point de vue. TX? Ouais, je trouve que c'est intéressant parce que il y a même une nuance entre ce qui s'est passé avec Telegram et ce qui se passe là avec Uniswap ou avec OpenSea. C'est que dans le cas de Telegram, c'est quand même eux qui maintiennent eux-mêmes leur infrastructure pour euh, pour que le réseau fonctionne. Alors que dans le cas des protocoles décentralisés comme Uniswap, même s'il y a du développement qui est fait derrière, une fois que le code est lancé sur la blockchain, il n'y a plus que des utilisateurs et c'est tout. Et en fait, eux, ils ont plus la main dessus. Donc c'est vrai que ça pose de sacrées questions en tout cas, et très compliqué à répondre. Ça nous rappelle la discussion qu'on avait avec Philippe Erlin, c'est-à-dire que demain ce sera Bitcoin. Parce qu'effectivement, demain, le régulateur peut décider d'inculper, alors pas Bitcoin en tant qu'entité, puisque bah elle est pas incarnée, mais par exemple les validateurs, et de les sanctionner potentiellement s'ils ont permis la validation de transactions qui s'avèrent finalement illégales, illicites, etc. Et donc ça revient à sur la décentralisation et sur la protection de des correspondances et des transactions des utilisateurs. Donc non, ça pose de vraies grosses questions. On suivra ça évidemment avec attention. Alors en attendant
que Jonathan nous rejoigne dans le space. Euh, il a pas le lien. Alors je vais lui envoyer. Hop, comme ça, il devrait nous rejoindre. Et en attendant, on aura peut-être le temps de faire une dernière petite news. Hop. Bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire ou de quoi on va parler? Corée du Nord qui intensifie ses cyberattaques sur les sociétés crypto, déclaration du FBI notamment. On s'en fout pas? Oui, non, ça aussi, c'est intéressant. Probablement parce que ce sont des cibles faciles pour récupérer de l'argent. Enfin, on connaît l'histoire de la Corée du Nord et des piratages qui ont surtout servi à faire rentrer de l'argent dans le pays de façon illégale, mais supportée par le gouvernement. C'est tout le paradoxe de ce pays-là. Enfin bon, comme ils viennent d'interdire en Corée du Nord d'avoir la même coupe de cheveux que la fille du dictateur, c'est vrai, hein, je l'ai appris ce matin. C'est pas des bêtises. Tu risques vraiment de travaux forcés pour porter la même coupe qu'elle. C'est un pays qui est quand même extrêmement surprenant. On a du mal à avoir des comparaisons avec ce qui se passe chez nous, tellement c'est complètement délirant. Ah là, culturellement, il y a pas photo. Alors, je regardais une émission sur laquelle je suis tombé par hasard sur YouTube concernant justement les hackers, notamment Lazarus, nord-coréen. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont volé des milliards de dollars, mais vraiment, voire peut-être même des dizaines de milliards en quelques années. Et en fait, l'idée, c'est que là où ils ont une difficulté, c'est pour réussir en fait à transformer en fait cet argent en monnaie fiat, parce que le but de cet argent, on va pas se mentir, c'est de financer le programme militaire nucléaire nord-coréen. Voilà, l'objectif, clairement, c'est de rentrer de l'argent dans les caisses de l'État pour financer ce programme-là. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien le transformer en dollars, tu vois, ou alors en monnaie locale, ou voilà. Mais en tout cas, il faut le transformer en fiat. Et en fait, ils ont énormément de difficultés. Et on a remarqué, en gros, que sur les milliards de dollars qu'ils arrivent à voler, en fait, ils arrivent à transformer très peu. Genre, je crois que c'était à peine 50 millions de dollars qu'ils avaient réussi jusqu'alors à transformer. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ensemble de leurs wallets ou des wallets qui sont impliqués dans ces vols sont blacklistés en fait. Et donc les échanges, quasi tous les échanges sont tenus en fait d'interdire les transactions avec ces wallets. Et donc ils sont obligés de passer par des mélangeurs, etc. Et donc ils utilisent des solutions qui sont évidemment de plus en plus complexe pour y arriver, mais c'est très compliqué parce que pour éviter justement la vigilance du régulateur et des échanges et des outils d'analyse, etc., ils sont obligés de le faire en envoyant à chaque fois des transactions de petits montants en fait pour pas éveiller les soupçons. Et en fait, petit montant plus petit montant, c'est très compliqué pour transformer justement tout cela. TX? Ouais, je me suis dit, ce serait très marrant si du coup ils se disaient bon bah pour pouvoir dépenser ces cryptos, on va les accepter comme monnaie officielle du pays. Je sais pas moi, accepter Bitcoin comme monnaie ou les stablecoins comme monnaie en Corée du Nord. Ça pourrait être une sacrée ironie. Complètement. Oui, ceci dit, ça leur permettra pas d'aller acheter des équipements militaires et des matières premières pour faire leur programme de bombes nucléaires. mais oui, ça pourrait être C'est-à-dire que même s'ils utilisent des stablecoins, Tether et Circle, les deux principaux, mais c'est pareil à mon avis pour PayPal, etc. Eux aussi en fait sont tenus effectivement à une réglementation sur les transactions. Et vraiment, les wallets nord-coréens sont tous blacklistés. Alors, ils peuvent évidemment en créer à chaque fois des nouveaux, tu vois, mais les outils d'analyse avec notamment l'intelligence artificielle, sont de plus en plus réactifs. Et donc, dès qu'il y a un nouveau wallet qui est créé et qui est lié de près ou de loin avec des transactions importantes, en fait, on peut les blacklister et on peut interdire les transactions dessus. Donc voilà, donc c'est pas simple. Ils sont obligés de voler des milliards, des dizaines de milliards, pour finalement récupérer entre guillemets quelques millions. Et on finance pas un programme nucléaire avec des millions de dollars. Voilà, il faut évidemment que ça se chiffre en dizaines, voire en centaines de milliards de dollars. Alors j'ai fait une petite erreur en fait, la chronique de Jonathan Solomon sur la finance traditionnelle, en fait, elle est pas à 10h30, elle est à 11h30. Donc en fait, on a grave le temps, tout va bien. Donc on a le temps. On a quand même l'invité qui devrait arriver d'ici quelques secondes. D'ailleurs, je vais quand même lui envoyer un petit email pour être sûr, à moins qu'il m'a déjà écrit. Non, pour être sûr effectivement qu'il nous rejoigne. Mais normalement, lui, il a le lien puisque j'ai parlé avec lui hier et je le lui ai envoyé.
Donc dès qu'on le voit popper, on le recevra. En attendant, on continue. De toute façon, il y a plein d'autres news. Hein. On a Carrefour qui accepte les paiements en Bitcoin. On s'en fout pas? On s'en fout pas. On s'en fout pas. On s'en fout pas Ah aussi. ouais. Là, c'est la vie réelle. Alors, je crois qu'en plus, je crois que c'est à Rouen. Et en l'occurrence, Carrefour Express adopte Bitcoin comme méthode de paiement dans certaines de ses enseignes. Cette initiative, pionnière en Europe, permet aux clients d'utiliser les crypto-monnaies pour leurs achats quotidiens. L'acceptation de Bitcoin dans des commerces traditionnels pourrait accélérer la démocratisation des cryptos en tant que moyen de paiement. Alors, ils utilisent évidemment le réseau Lightning Network pour coupez vos micros quand vous prenez pas la parole, s'il vous plaît, ça fait un bruit. Merci beaucoup. Et donc effectivement, oui, pour éviter des frais importants et surtout pour avoir une vitesse de transaction plus importante, ils utilisent le réseau Lightning Network. TX? Ouais, non, moi c'est juste sur l'usage de Lightning, parce que j'encourage tous ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas eu l'occasion au moins une fois d'utiliser Lightning, franchement testez-le, ça va pas vous coûter grand-chose en frais, et c'est vraiment très impressionnant à utiliser, c'est-à-dire que on a une application sur son téléphone. On a juste à scanner un QR code et en quelques secondes c'est payé. Et pour l'avoir déjà utilisé plusieurs fois, c'est vraiment comme un paiement par carte bancaire, quoi. C'est limite même plus simple à utiliser. Et pour ceux qui ne l'ont pas au moins testé une fois, franchement, faites-le, vous verrez, c'est Mais il y en surprenant. a qui disent que ça marche pas, ou que c'est Pourtant ça pas, marche très bien. ou que c'est pas optimal. Alors certains puristes en fait nous disent non mais c'est pas du tout la solution. Il y a des grosses limites et tout ça. Alors je suis pas un spécialiste donc j'ai pas Il y a envie des de. limites, mais ça marche quand même Ouais. très bien. Ça marche Ok. quand même, c'est quand même genre pour faire des petits paiements du quotidien, c'est top. Ouais, d'accord, ok. Bah écoute, très bon à savoir. J'avoue que moi je l'ai jamais utilisé jusqu'à présent, mais oui, de toute façon, je pense qu'il faut tout essayer pour savoir de quoi on parle déjà. Merci DX. Bien, et il y avait une dernière news, mais en fait, je crois que à mon avis, j'anticipe votre réponse. Polygon change le nom de son token pour passer de de Matic à Paul. On s'en fout pas? On s'en fout. Ouais, on s'en fout, hein. Ok, ouais, non Ouais, mais je me ouais, disais ouais. bien. Non, alors deux choses quand même pour celles et ceux qui sont intéressés par le sujet, parce que là, renseignez-vous sur les différents sites de référence pour savoir comment migrer vos Matic en Paul. Et voilà, parfois il y a une démarche manuelle à faire, donc voilà, faites-le. Il doit y avoir une date maximum, à mon avis, pour le faire. Donc, si vous n'avez pas vu passer la news, voilà, faites-le. Ce serait dommage de perdre vos Matic. Voilà, genre, j'ai pas les détails là avec moi, mais renseignez-vous parce que autant c'est automatique sur certains échanges, etc. Autant si vous les gardez vous-même directement, je crois qu'il faut quand même faire une démarche manuelle pour les convertir, pour les migrer. Raphaël? Sur quasiment tous les exchanges, c'est en automatique. Et sur les ledgers, il me semble qu'aussi ça va passer en automatique. Ok. Ils changent pas de réseau, c'est juste le nom du protocole qui est changé. Donc Ouais. ça, en moment, il n'y a pas de gros impacts. C'est plus pour ceux qui font du stacking sur Ethereum Ok. via Matic, qui du coup eux ont la démarche de le changer. Ok. Très bien. Merci Raphaël.